Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. L'histoire d'aujourd'hui nous vient de Walter Brigg, 68 ans, qui a partagé ce qui s'est passé après 10 ans de dévouement pour une famille qui n'a jamais fait le trajet jusqu'à chez lui, et le dîner d'anniversaire qui l'a finalement poussé à tout arrêter. Ce récit a été dramatisé pour protéger la vie privée. Une narration par IA est utilisée tout du long. L'expérience décrite est bien réelle. Personne n'est venu. Je m'appelle Walter Brigg. J'ai 69 ans au moment où je vous parle, ce qui veut dire que j'en avais 68 quand c'est arrivé. Cela signifie aussi que j'étais veuf depuis 10 ans, et que j'ai été un membre fiable, présent, mais systématiquement ignoré par ma famille, pendant chacune de ces 10 années. Et par un samedi soir de mars, j'ai préparé un grand dîner, j'ai dressé la table de ma salle à manger, dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, pour 7 personnes, et j'ai attendu pendant 4 heures. Personne n'est venu. Mais laissez-moi d'abord vous parler de ces 10 années, car le dîner d'anniversaire n'a pas de sens si l'on ne comprend pas la décennie qui l'a précédé. Ma femme, Carole, est décédée un mardi d'avril. Elle avait 58 ans. Un cancer du pancréas, le genre foudroyant, celui qui s'annonce quand il a déjà terminé ses plans, et qu'il est passé directement à l'exécution. Nous avons eu 11 semaines entre le diagnostic et la fin. C'est soit une bénédiction, soit une cruauté, selon le jour où vous me posez la question, et j'ai connu des jours qui étaient les deux. Carole était le pilier social de notre famille. Elle se souvenait des anniversaires sans avoir besoin de consulter un téléphone. Elle savait ce que ses petits-enfants étudiaient à l'école, ce qui leur faisait peur, et ce qu'ils voulaient faire quand ils seraient grands. Et elle mettait ces informations à jour régulièrement, tout simplement parce qu'elle posait la question. Elle s'est souvenue que Karen, la femme de son frère Denis, avait dit, lors d'un repas de famille 4 ans plus tôt, qu'elle voulait apprendre à faire de la pâte à tarte. Carole a trouvé un cours, les a inscrites toutes les deux, et y a emmené Karen en voiture. Elle était le genre de personne qui fait en sorte que tous ceux qui l'entourent se sentent pris en considération. Et ce que personne ne m'avait dit au sujet de sa perte, ce que j'ai dû découvrir par moi-même, lentement, au fil des mois, c'est que tout le monde comptait sur elle pour faire ce travail. Et quand elle est partie, personne n'allait prendre le relais. Absolument personne ne l'a fait. Ce qu'ils ont fait à la place, c'est me laisser la remplacer, imparfaitement et sans aucune reconnaissance, pendant 10 longues années. Le premier Noël après la mort de Carole, j'ai conduit 40 minutes jusqu'à la maison de ma fille Patrice, à Vienne. J'apportais un rôti que j'avais préparé en suivant une recette que Carole utilisait depuis 20 ans, une bouteille de vin choisie avec soin, car je savais ce que Denis aimait. Et un ensemble de cadeaux que j'avais emballés moi-même, pour la première fois de ma vie d'adulte, car c'était toujours Carole qui s'en chargeait. Personne ne m'a remercié pour le repas. Personne n'a remarqué le vin. Les cadeaux ont été ouverts, le papier a été jeté dans un sac, et la conversation est passée à autre chose. Je suis rentré chez moi à 21h. À Pâques l'année suivante, j'ai de nouveau cuisiné, et j'ai de nouveau fait le trajet. Pour la fête des mères, j'ai conduit jusqu'à la maison de Patrice avec des fleurs, et j'ai regardé mon gendre, Greg, les accepter à la place de Patrice, car elle était au téléphone. Pour la fête des pères, personne n'a appelé avant 19h le soir, et quand Patrice a fini par appeler, on aurait dit quelqu'un qui cochait une case sur une liste. Repas de famille, Noël, anniversaire, remise de diplôme, communion, pièce de théâtre à l'école. Je suis allé à tous ces événements. Pas une seule fois en 10 ans, quelqu'un n'a pris la voiture pour venir chez moi à la Croix-Rousse. Pas une seule fois, quelqu'un ne s'est assis à ma table. Pas une seule fois, quelqu'un n'a appelé en premier. Je veux être juste à ce sujet, parce que l'équité est importante pour moi, et parce que j'ai eu une année entière pour y réfléchir à tête reposée. Une partie de ce silence était due au deuil. Dans les premières années, le chagrin est désorientant, et il rend égoïste d'une manière que les gens ne veulent pas, et ne réalisent pas pleinement. Et j'ai accordé à ma famille le bénéfice du doute, sans doute plus longtemps qu'il ne le fallait. Une autre partie venait de l'hypothèse que j'allais bien. Je suis un homme qui a l'air d'aller bien même quand ce n'est pas le cas, ce qui est soit une force, soit un mécanisme de défense, et probablement les deux. Mais au bout d'un certain temps, le manque d'appel a cessé d'être lié au deuil, et a commencé à devenir une habitude. Et les habitudes, lorsqu'elles ne sont pas corrigées, deviennent des attentes. Ce que ma famille avait développé sur ces 10 ans, c'était l'attente silencieuse que Walter serait là, que Walter apporterait à manger, que Walter demanderait comment tout le monde allait,
que Walter rentrerait chez lui seul, et que Walter serait de nouveau là la fois suivante. Walter était fiable, à ce niveau-là. Mon 68e anniversaire tombait un samedi de mars. J'ai décidé, cette année-là, d'essayer quelque chose de différent. J'ai appelé Patrice en janvier, et je lui ai dit que je prévoyais un dîner d'anniversaire. Je ne lui ai pas demandé de l'organiser, je lui ai dit que je l'organisais, et que je l'invitais, elle, Greg, leurs 2 enfants, ainsi que Denny et Karen. 7 personnes en tout. J'avais planifié le menu. J'avais fixé la date. J'ai confirmé avec chacun individuellement, Patrice un mardi, Denny un jeudi, Greg par SMS, parce que c'est comme ça que Greg communique. Tous les 3 ont dit oui. J'ai fait les courses le vendredi matin. J'ai passé le vendredi après-midi, et le samedi matin, à cuisiner, un rôti, des légumes rôtis, la recette de pommes de terre de Carole, et un gâteau que j'avais fait de A à Z. J'avais trouvé la méthode sur Internet, et je m'étais entraîné 2 fois dans les semaines précédentes. J'ai mis la table correctement, avec la belle vaisselle, et les serviettes en tissu que Carole gardait dans le tiroir du bas du buffet, celles qu'elle réservait pour les grandes occasions. J'ai mis le couvert pour 7. J'ai allumé des bougies à 17h30, soit 30 minutes avant l'heure que j'avais donnée à tout le monde. 18h est arrivé, puis est passé. 18h30, 19h. À 19h15, j'ai appelé Patrice. L'appel est tombé sur la messagerie. J'ai laissé un message dont je suis fier, avec le recul. Calme. Aucune accusation, juste, et, est-ce que vous êtes en route? 19h30, 20h. À 20h30, j'ai appelé Denny. Il a répondu à la 3e sonnerie, avec la voix d'un homme confortablement installé chez lui, devant la télévision, et qui n'a pas pensé une seule seconde qu'il devrait être ailleurs. Walter, a-t-il dit. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Ai-je pensé. Quoi de neuf? Le dîner d'anniversaire, ai-je dit. C'était prévu pour ce soir. Un silence. Le silence d'un homme qui ne se souvient pas, et qui calcule maintenant ce qu'il va faire de cette information. Oh, a-t-il dit. Ouais, on a eu. Le truc de Karen a duré plus longtemps que prévu, et on a juste. On s'est dit qu'on se rattraperait la prochaine fois. Le truc de Karen, ai-je demandé. Son club de lecture, a-t-il dit. Ça a fini tard. J'ai regardé la table. La belle vaisselle, les serviettes en tissu, les bougies qui brûlaient depuis 3 heures. 7 couverts. Pas un seul n'avait été touché. D'accord, ai-je dit à Denny. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché. Je me suis assis seul à la table, et j'ai mangé une assiette de la nourriture que j'avais préparée. C'était un bon repas, et il méritait mieux que la soirée dans laquelle il a été servi. J'ai mangé lentement. Quand j'ai eu fini, j'ai soufflé les bougies, j'ai couvert les plats, et je suis resté assis dans la salle à manger plongé dans le noir, pendant un moment. C'est la dernière fois, ai-je pensé. Je n'étais ni en colère, ni théâtral. J'étais juste lucide, de la façon dont les choses deviennent claires quand on s'autorise enfin à les voir dans leur ensemble. C'est la dernière fois que je dresse cette table. Bienvenue à nouveau sur 12 Vengeances familiales. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et n'oubliez pas, les personnes de ces récits ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont simplement fait le mauvais choix. Laissez un commentaire, et assurez-vous de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Le lundi matin suivant, j'ai appelé une agente immobilière nommée Linda, qui travaillait dans une agence sur le boulevard de la Croix-Rousse. J'avais fait assez de recherches pendant le week-end pour savoir combien la maison valait. C'était une bonne maison, dans un bon quartier. Une maison traditionnelle de 3 chambres, que je possédais depuis 22 ans, et que j'avais entretenue avec soin, d'abord parce que Carole l'adorait, puis parce que c'était la mienne. Linda est venue le mardi matin, elle a visité les pièces, et m'a donné un chiffre. C'est le chiffre que je veux, lui ai-je dit. Ça pourrait prendre 2 ou 3 mois avec le marché actuel, a-t-elle répondu. Si ça prend plus de 30 jours, lui ai-je dit, je baisserai le prix jusqu'à ce qu'elle parte. Elle m'a regardé. Êtes-vous sûr de vous, a-t-elle demandé. J'ai été sûr de très peu de choses dans ma vie, lui ai-je répondu. Mais de ça, j'en suis sûr.
Je n'ai rien dit à Denis. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Je n'ai pratiquement aucun réseau social, ce qui est soit un défaut personnel, soit un avantage. Dans ce cas précis, c'était clairement un avantage. J'ai emballé ce que je voulais garder. J'ai donné ce que je ne voulais pas. Les bijoux de Carole, un collier de perles, sa bague de fiançailles, et 2 paires de boucles d'oreilles qu'elle portait régulièrement. Je les ai enveloppés soigneusement dans du papier de soie, et je les ai mis dans une petite boîte en bois, que j'ai rangée avec mes propres affaires. Parce que ce n'étaient pas des meubles, ce n'était pas une maison, c'étaient les siennes, donc les miennes, et elles n'étaient pas disponibles pour être distribuées. J'ai fermé tous mes comptes bancaires dans cette agence, et j'en ai ouvert de nouveau dans une autre banque. Je n'ai pas fait suivre mon courrier. Je n'ai laissé aucune nouvelle adresse. Le 14 avril, très exactement 10 ans et 3 jours après la mort de Carole, j'ai chargé les derniers cartons à l'arrière de ma camionnette, et j'ai quitté le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, pour la dernière fois. Et je n'ai pas regardé en arrière. Pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait rien derrière moi qui méritait un second regard. J'avais une destination. J'avais un plan. J'avais la boîte à bijoux de Carole sur le siège passager, et 800 km de route devant moi. C'était suffisant. Briançon, dans les Hautes-Alpes, n'est pas un endroit auquel la plupart des gens à Lyon pensent très souvent. C'est situé en haute montagne, au cœur des Alpes, à une altitude de 1326 mètres. Les hivers y sont froids, secs et lumineux, bien loin du froid gris et humide de la vallée du Rhône. La Durance traverse la ville. Les sommets sont visibles par temps clair depuis la plupart des quartiers, le Prorel, le Montbrison, et le Pelvoux. Et les jours de beau temps, à Briançon, sont la règle plutôt que l'exception. J'avais traversé Briançon une fois, en 2009, lors d'un voyage en voiture que Carole et moi avions fait pour célébrer notre 30e anniversaire de mariage. Carole avait regardé par la fenêtre de la voiture, admirant les montagnes, la rivière, et cette lumière si particulière de l'altitude, et elle avait dit, si je devais tout recommencer quelque part, ce serait ici. Elle n'allait pas tout recommencer, elle ne faisait que passer, mais j'avais archivé cette remarque, comme je le fais avec les choses qui comptent. Étage 10 ans plus tard, assis seul à une table de salle à manger avec cette couvert et aucun invité, j'y avais repensé. Je suis arrivé à Briançon un jeudi après-midi d'avril, dans un appartement meublé en location, situé sur l'avenue de la République, près du parc de la Chappe. Je me suis assis sur le petit balcon avec une tasse de café, j'ai regardé les montagnes, et j'ai pensé, bonjour. Juste ça. Bonjour. Je ne connaissais absolument personne à Briançon. J'avais 68 ans, j'étais récemment retraité après 28 ans comme ingénieur civil pour la ville de Lyon, et j'étais financièrement stable, grâce à ma pension, à des économies bien gérées, et à l'argent de la vente de la maison. Je n'avais aucune obligation envers qui que ce soit à 800 km à la ronde. Ce fut, pour être tout à fait honnête, la matinée la plus effrayante, mais aussi la plus libératrice de toute ma vie. Et ces deux sentiments coexistaient simultanément, sans aucune contradiction. Les 3 premiers mois ont été calmes, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pas vraiment solitaire. J'ai toujours été à l'aise avec ma propre compagnie, ce qui est soit un don, soit un signal d'alarme. Dans mon cas, c'était un don. Je me promenais le long de la rivière le matin. Je cuisinais de vrais repas pour moi-même, parce que j'aime cuisiner. Je l'avais toujours fait pour d'autres, et j'ai découvert que cuisiner pour soi, sans public, offrait un plaisir silencieux qui lui était propre. J'ai lu. J'ai bien dormi pour la première fois depuis des années. En juillet, je suis passé devant un bâtiment de la zone artisanale sud, qui avait une affiche à la fenêtre, coopérative de menuiserie du Briançonnais. Nouveau membre bienvenu. La menuiserie avait été mon passe-temps pendant 15 ans. Surtout des meubles, de petites pièces, le genre de travail qui exige de la patience et de la précision, et qui récompense les deux. J'avais arrêté pendant les années qui ont suivi la mort de Carole. En partie parce que j'étais trop occupé à être présent pour les autres, et en partie parce que l'atelier de la maison à Lyon me semblait trop silencieux, sans le bruit de ses pas dans les pièces à côté. Je suis entré. La coopérative comptait 12 membres. Leurs âges allaient de 31 à 74 ans. Ils partageaient un espace de travail, du matériel, et organisaient une réunion mensuelle. Chacun y montrait ce sur quoi il travaillait, on s'entraidait pour résoudre des problèmes, et on profitait de cette qualité de conversation qui naît naturellement,
quand les gens font quelque chose de leurs mains, sans chercher à se mettre en scène. J'ai payé la cotisation mensuelle. J'ai commencé à venir les mardis et jeudis matins. En moins de 6 semaines, j'ai été invité au dîner d'anniversaire d'un membre dans un restaurant de la Grande Rue. J'ai participé à un week-end de camping au bord de la rivière, organisé par 3 membres de la coopérative et leurs familles. Et on m'a donné le titre non officiel du gars qui apporte le café, parce que j'avais commencé à arriver tôt avec un thermos. Personne ne m'avait assigné ce rôle. Je l'avais choisi librement, parce que j'en avais envie. C'est ça la différence, ai-je pensé un mardi matin doux, en versant du café à un créateur de meubles de 34 ans nommé Tom, qui venait de terminer son premier assemblage à queue d'aronde, et qui en était déraisonnablement fier. Le choisir parce qu'on en a envie. En septembre, j'ai installé un stand au marché des producteurs de Briançon, sur la place de l'Europe, le samedi matin. J'ai commencé à vendre de petites créations, des planches à découper, de petites tables, et un ensemble de tabourets que j'avais fabriqués à partir de pain de récupération. Je fixais un prix honnête, pas au rabais. Le deuxième samedi, une femme s'est approchée de mon stand, et est restée plantée là, à regarder une petite table d'appoint que j'avais finie à l'huile d'abrasin. Elle s'appelait Ruth. Elle avait 62 ans, elle était récemment retraitée, et elle avait déménagé de Marseille à Briançon 2 ans plus tôt, pour à peu près les mêmes raisons que moi. Cette combinaison bien spécifique, le besoin de mettre plus d'air dans sa vie, et de trouver un endroit qui semblait pouvoir en offrir. Elle dégageait la sérénité de quelqu'un qui a pris une décision réfléchie, et qui est en paix avec. Elle a regardé la table, puis m'a regardé. « C'est vous qui l'avez fabriquée ?» a-t-elle demandé. « Oui, lui ai-je répondu. » Elle l'a retournée avec précaution, a examiné les assemblages, puis l'a reposée. « Est-ce que vous prenez des commandes ?» a-t-elle demandé. « À partir de maintenant, oui, ai-je dit. » Elle a ri, un rire franc, sans faux semblant, elle a acheté la table, et m'a laissé son numéro. Elle a appelé 3 jours plus tard pour sa commande. Elle a de nouveau appelé la semaine suivante, pour me parler de quelque chose qu'elle avait lu, et qu'elle pensait susceptible de m'intéresser. Elle s'est présentée à l'atelier de la coopérative un mardi matin, avec son propre thermos de café, et a dit « Tom m'a dit que vous arriviez tôt. » Je suis du matin, moi aussi. Il s'est avéré qu'elle était le genre de personne qui appelle en premier. Je tiens à vous dire à quel point cela compte, pour un homme qui a passé 10 ans à être toujours celui qui appelle en premier. Ça n'a pas l'air d'un petit détail. C'est le genre de choses dont vous ignoriez avoir besoin, jusqu'à ce que vous l'ayez. Ruth est devenue ma première cliente sur commande. Puis ma deuxième véritable amie à Briançon. Puis, et je dois vous le dire simplement, sans faire de manière, ma première véritable compagnie depuis Carole. Ce n'était pas un remplacement de Carole. Rien de comparable à Carole sur les choses essentielles. Mais c'était une personne qui m'avait choisi librement, qui se présentait à ma porte sans qu'on le lui demande, et qui appelait la première à chaque fois. Je ne savais pas encore où tout cela allait mener. Ce que je savais, c'est que ça ne ressemblait en rien au fait de mettre une table et d'attendre. Ça ressemblait au fait d'être accueilli. Si vous écoutez cette histoire et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite. Parce que ce qui se passe quand ma famille finit par me retrouver, ce que Denis dit quand il appelle, et ce qu'il révèle sans le vouloir, c'est quelque chose que vous allez vouloir entendre. Abonnez-vous. L'appel est arrivé en mars, 11 mois après mon départ de Lyon. 11 mois de silence de la part de ma famille, ce qui, je tiens à le préciser, n'était pas vraiment surprenant. Si vous n'êtes présent dans la vie de quelqu'un qu'en tant que fonction, c'est la disparition de cette fonction que l'on remarque, plutôt que la disparition de la personne. Denis a appelé sur un numéro de téléphone portable que j'avais gardé actif exactement pour cette raison. Non pas pour être retrouvé, mais pour garder une trace de leur recherche. Walter. Sa voix avait un ton inhabituel. Ce n'était ni du chagrin, ni de l'urgence. Ça ressemblait davantage à du dérangement. J'essaie de te joindre depuis 1 mois. Pourquoi n'as-tu pas rappelé? Je dois préciser que Denis avait mon adresse email. Il n'avait envoyé aucun message. Il avait le numéro de portable, et l'avait apparemment essayé plusieurs fois, le genre d'effort qui arrive avec 11 mois de retard, mais qui s'attend quand même à être récompensé. J'ai été occupé, lui ai-je répondu. Occupé, a-t-il répété. Walter, on a essayé de te trouver.
Le mari de Patrice, Greg, a conduit jusqu'à ta maison, et ce sont des inconnus qui ont répondu à la porte. J'ai déménagé, ai-je dit. On sait que tu as déménagé. Où est-ce que tu es parti? Loin, ai-je répondu. Un silence. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé. Ça veut dire que je vis ailleurs maintenant, ai-je dit. Je vais bien, Denny. Je suis en bonne santé. Je suis installé. Je profite de la vie. Pourquoi tu n'as prévenu personne? J'ai repensé à la belle vaisselle, aux serviettes en tissu, aux bougies qui ont brûlé pendant 3 heures, et aux 7 couverts. Pas un seul d'entre eux n'avait été touché. Je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait avant un bon moment, lui ai-je répondu. Un silence plus long. Walter, il faut qu'on parle des bijoux de Carole, a-t-il dit. Le collier de perles et la bague de fiançailles. Patrice n'arrête pas de poser des questions à ce sujet. On pensait qu'ils étaient dans la maison quand tu l'as vendu. Et voilà, ai-je pensé. Pas un seul, on s'est inquiété pour toi. Pas de, on est désolé d'avoir raté ton anniversaire. Pas de, on n'a pas appelé depuis 1 an, on en a conscience, et on veut t'expliquer pourquoi. Le collier de perles, la bague de fiançailles. Les bijoux sont avec moi, lui ai-je dit. Carole était ma femme. Ces bijoux sont à moi. Patrice pensait que ça devait être discuté en famille. Denny, ai-je dit. Il s'est arrêté. Tu m'as appelé, ai-je repris, après 11 mois de silence absolu, pour me demander des nouvelles d'un collier. Il n'y a eu aucun bruit au bout du fil. Je veux que tu y réfléchisses, ai-je dit. Pas pour moi. Pour toi-même. Pense à ce que cet appel révèle sur ces 11 derniers mois. Pense à ce que ça dit sur les 10 années qui les ont précédées. J'ai laissé mes mots faire leur chemin un instant. Carole a porté ce collier à notre mariage. Elle l'a porté à chaque événement important de notre vie commune. Il est sur ma commode, en ce moment même, dans l'appartement où je vis. Et je le regarde tous les matins. Ce n'est pas un bien familial. C'est le souvenir d'une femme que j'ai aimée pendant 32 ans, et il est venu avec moi, parce que c'était à moi de le prendre. Denny n'a rien dit. Si tu veux parler, ai-je dit, appelle-moi pour quelque chose qui a de l'importance. Et là, je répondrai. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur l'établi. J'ai repris mon papier de verre, et je suis retourné travailler sur ma pièce. Certaines choses ne nécessitent pas d'élever la voix. Elles exigent seulement que l'autre personne s'entende clairement, peut-être pour la toute première fois, dans le silence qui suit le moment où vous arrêtez de vous justifier. Denny s'était entendu. Patrice a appelé 3 jours plus tard. Je m'y attendais. Quand Denny fait son rapport à Patrice, Patrice agit. C'était la dynamique familiale depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et, apparemment, 11 mois d'absence n'y avaient rien changé. Elle a appelé un mercredi soir. J'étais dans l'atelier, en train de terminer une commande, un petit bureau en chêne blanc pour une femme nommée Sandra, qui vivait à Saint-Chaffray, juste à la sortie de Briançon. Elle s'était montrée patiente concernant les délais, car elle avait compris qu'un bon travail prend le temps qu'il faut. J'ai répondu. Papa. Sa voix avait l'intonation de quelqu'un qui a répété son introduction, et qui est maintenant en train de la réciter. Où es-tu? Est-ce que tu vas bien? On s'est fait du souci. Je suis dans les Alpes. Dans les Alpes, a-t-elle répété. À Briançon, ai-je précisé. C'est magnifique ici. Tu aimerais beaucoup. Papa, pourquoi tu n'as dit à personne que tu déménageais? On ne savait pas si tu étais. Si j'étais quoi, ai-je demandé. Un silence. On ne savait pas s'il t'était arrivé quelque chose, a-t-elle dit. Il s'est bien passé quelque chose, lui ai-je répondu. J'ai organisé un dîner d'anniversaire en mars. J'ai cuisiné pour cette personne. Personne n'est venu. Ni toi, ni Greg, ni vos enfants, ni Denny, ni Karen. Personne n'a appelé pour s'expliquer avant 20h30 ce soir-là, quand Denny m'a dit que le club de lecture de Karen s'était éternisé. J'ai laissé cela s'installer. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose que j'avais mis trop de temps à comprendre. Silence. Papa, c'était. On aurait dû appeler. Je sais que vous auriez dû venir, ai-je dit.
Mais là n'est plus la question. Quelle est la question, alors? J'ai réfléchi à la meilleure façon de répondre avec honnêteté. Le cœur du problème, ai-je dit, c'est que pendant 10 ans, j'ai conduit pour chaque anniversaire, chaque jour de fête, et chaque remise de diplôme. J'ai préparé chaque repas que j'ai apporté chez vous. J'ai toujours été le premier à appeler, à chaque fois. Et en 10 ans, pas une seule fois vous n'avez pris la voiture jusqu'à la Croix-Rousse pour vous asseoir à ma table. J'ai laissé le message faire son effet. Je ne suis pas en colère, Patrice. J'ai été triste pendant longtemps. Mais maintenant, je vis simplement ailleurs. Elle est restée silencieuse un moment. Où ça dans les Alpes, a-t-elle demandé. À Briançon, ai-je dit. Dans les Hautes-Alpes. Est-ce que je peux venir te rendre visite? J'ai réfléchi à sa demande. Oui, ai-je dit. Tu peux, mais c'est toi qui devras faire le trajet jusqu'à moi. Elle est venue en mai. Elle a pris l'avion jusqu'à Marseille, elle a loué une voiture, et elle a conduit pendant les 3 heures de route de montagne jusqu'à Briançon. Elle est arrivée un vendredi après-midi, à 17h30, à mon appartement de l'avenue de la République, avec une bouteille de vin et l'expression légèrement dépassée de quelqu'un qui découvre la nouvelle vie de son père pour la première fois, et qui ne savait pas à quoi s'attendre. Elle ne m'avait pas prévenu qu'elle amenait quelqu'un. Elle est venue seule. Sans Greg, sans les enfants, juste elle, une voiture de location, et la bouteille de vin. Tu as bonne mine, a-t-elle dit, debout sur le pas de ma porte. Je me sens bien, lui ai-je répondu. Je lui ai montré l'appartement. Il était simple, bien organisé, avec les petits meubles que j'avais fabriqués bien en évidence, sur les étagères et les tables de chevet. Je lui ai montré l'atelier que je louais dans la zone artisanale, un petit espace où j'avais déménagé depuis la coopérative, quand les commandes ont commencé à affluer assez régulièrement pour le justifier. Je lui ai montré la table du marché dans une photo que Tom avait prise un samedi matin, les montagnes majestueuses en arrière-plan, et ma table remplie de créations au premier plan. Elle est restée silencieuse presque tout le long. Le silence de quelqu'un qui assimile une réalité qu'il n'avait pas réussi à imaginer. Le soir même, nous avons dîné dans un restaurant de la Grande Rue. Ruth s'est jointe à nous. J'avais parlé de la visite de Patrice à Ruth, et elle m'avait proposé de nous laisser de l'espace. Je lui avais dit, non, viens. Ça sera bien. Ruth et Patrice ont discuté pendant 2 heures. À un moment donné, Patrice m'a regardé de l'autre côté de la table, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Un mélange de reconnaissance, et de quelque chose de plus difficile à nommer. Tu es heureux, a-t-elle demandé. Oui, lui ai-je dit. Je ne savais pas que tu étais malheureux, avant. Je n'étais pas malheureux, ai-je expliqué. J'étais invisible. Ce n'est pas la même chose. Pour son dernier soir, le samedi, nous nous sommes assis sur le balcon de mon appartement après le dîner. Les montagnes prenaient une teinte rosée sous la lumière rasante. L'air avait cette qualité propre à la haute altitude, qui me semble encore remarquable à chaque fois. Un air sec, pur, et subtil, que l'on remarque à chaque respiration. Je suis désolé pour l'anniversaire, a dit Patrice. Je sais, lui ai-je répondu. Je ne parle pas que de cet événement-là, a-t-elle ajouté. Je veux dire, je crois que j'ai laissé s'écouler beaucoup d'années en partant du principe que tu allais bien, et je n'ai pas vérifié. J'ai regardé les montagnes. Ta mère avait l'habitude de vérifier, ai-je dit. Elle prenait des nouvelles de tout le monde. Quand elle est partie, personne n'a pris le relais. Je crois que tout le monde a supposé que quelqu'un d'autre s'en chargeait. Je me suis tourné vers Patrice. Moi y compris. J'ai supposé que si je continuais à être présent, quelqu'un finirait par être présent pour moi. Ça a été mon erreur, à moi aussi. Qu'est-ce que je dois faire, face à ça, a-t-elle demandé. Tu appelles la première, lui ai-je dit. Pas parce que j'en ai besoin. Mais parce que c'est comme ça que les relations fonctionnent. Quelqu'un doit t'appeler en premier. Elle a hoché la tête. Est-ce que je peux revenir, a-t-elle demandé. À l'automne, peut-être. J'amènerai les enfants. Ça me ferait plaisir, lui ai-je répondu. Appelle d'abord. Elle a ri, son premier vrai rire du week-end. Le genre de rire qui débloque quelque chose de profond. J'appellerai la première, a-t-elle promis.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-nous une petite faveur. Abonnez-vous. Beaucoup de personnes écoutent sans jamais le faire. Ça ne vous coûte rien, et ça représente tout pour nous. Merci, sincèrement. Maintenant, la dernière chose que je veux exprimer ici, c'est ce que j'ai appris en 69 ans de vie, et plus clairement encore au cours de cette dernière année. La présence est un cadeau. Pas seulement le fait de se pointer. La présence d'être là en retour, d'appeler le premier, de conduire jusqu'à la maison de quelqu'un d'autre, pour une fois. De se souvenir que les personnes qui sont toujours là ne le sont pas parce qu'elles n'ont rien de mieux à faire. Elles sont là parce qu'elles vous aiment. Et l'amour est une ressource renouvelable. Mais il n'est pas infini. Et il ne se renouvelle pas tout seul, si personne ne l'entretient. Pendant 10 ans, j'ai pris soin d'une relation avec ma famille, qu'ils avaient, de leur côté, largement cessé d'entretenir. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais un idiot, même si j'ai été lent à comprendre. Je l'ai fait parce que je les aimais, parce que Carole l'aurait fait, et parce que l'alternative, celle d'arrêter, me semblait à l'époque être une perte plutôt qu'une libération. Ce que je n'avais pas compris jusqu'à un samedi soir de mars, avec 7 couverts et aucun invité, c'est que j'avais déjà perdu quelque chose. Pas ma famille. Vous pouvez perdre la version active d'une relation, et quand même la récupérer, si les deux personnes décident de faire un effort. Ce que j'avais perdu, c'était 10 ans de cette version de moi-même qui méritait qu'on s'investisse pour elle. Et j'ai retrouvé cette version de moi-même, à Briançon. Le collier de perles est sur ma commode, dans l'appartement de l'avenue de la République. Je le regarde parfois le matin, quand je m'habille. Carole l'a porté à notre mariage, et à chaque occasion importante par la suite, et il porte un peu d'elle en lui, de la même manière que les petits objets portent en eux la trace des gens. Pas totalement, pas sans douleur, mais véritablement. Je déciderai quoi en faire quand je serai prêt. Pas quand Patrice le demandera, ni quand Denis le sous-entendra. Pas quand la famille décidera qu'il doit être distribué selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Quand je serai prêt. C'est l'autre leçon que j'ai apprise. Le calendrier est le mien. Les décisions sont les miennes. L'adresse est la mienne. Et elle n'est pas disponible pour les gens, qui n'ont commencé à se demander où je vivais, que lorsqu'ils ont voulu quelque chose que j'aurais pu laisser derrière moi. Denis n'a pas rappelé. Je n'en suis pas en colère. Je ne l'attends pas non plus. S'il appelle, je répondrai. S'il ne le fait pas, j'irai me promener sur le sentier de la rivière le matin, j'irai à l'atelier le mardi et le jeudi, j'emmènerai ma table au marché des producteurs le samedi, je dînerai avec Ruth le vendredi soir, et je serai présent, véritablement présent, dans une vie que j'ai bâtie de manière délibérée. Ce que je veux que vous reteniez de cette histoire, ce qu'il y a en dessous de ce dîner où personne n'est venu, de cette maison vendue en 30 jours, et de ces 800 kilomètres de route, c'est plus simple qu'une vengeance, et plus durable que n'importe quelle confrontation que j'aurais pu avoir. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit d'arrêter de conduire vers les personnes qui ne font jamais le trajet vers vous. Vous avez le droit d'arrêter d'appeler en premier les personnes qui ne vous appellent jamais. Vous avez le droit d'arrêter de dresser la table, pour les personnes qui ont décidé que votre table ne valait pas la peine de s'y asseoir. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de la cruauté. C'est simplement la reconnaissance que votre temps, votre présence, et vos efforts, ne sont pas des dettes que vous devez à ces gens, simplement parce qu'ils partagent votre nom de famille. Ce sont des cadeaux. Et les cadeaux offerts librement sont magnifiques. Mais les cadeaux exigés par des gens qui ont cessé de les remarquer sont quelque chose de tout à fait différent. Quand vous arrêtez, 2 choses vont se produire. Certaines personnes ne s'en rendront pas compte, ce qui vous dira une vérité sur ce que vous représentiez pour elles. Et d'autres, comme Patrice, qui a pris l'avion jusqu'à Marseille avec une bouteille de vin et 3 heures de route de montagne devant elle, feront le trajet jusqu'à vous. Ce sont ces personnes-là pour lesquelles il vaut la peine de mettre le couvert. Dressez la table pour elles. Laissez les autres essayer de comprendre ce qui est arrivé à votre adresse. Les montagnes sont encore teintées de rose, à cette heure de la soirée. La rivière est à 2 rues d'ici. Ruth vient dîner vendredi. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime, et abonnez-vous pour d'autres récits familiaux comme celui-ci.